que l'intégralité du réchauffement de la dernière décennie, ce 1,1 degré que j'ai introduit au tout départ, est expliqué par les activités humaines. Où nos actions d'aujourd'hui conditionnent vraiment le climat de demain et donc nos sociétés humaines de demain, l'environnement de demain. Et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans. Nous montrons que la fenêtre d'opportunité est courte, elle est encore là, mais pas pour longtemps. Dans ce rapport du GIEC, on utilise toujours une période de référence qu'on appelle la période pré-industrielle, qui est la fin du 19e siècle, 1850-1900. Et la dernière décennie est 1,1 degré plus chaude que cette période-là, cette période dite pré-industrielle. 1,1 degré plus chaud. Ça n'a rien à voir avec la météo. La perturbation que l'on est en train de vivre est à l'échelle géologique. Nous sommes dans une rupture géologique. Chaque fraction de degré additionnel contribue à une augmentation des événements extrêmes, à une augmentation des impacts. La fenêtre d'action est là, elle est courte, aucun choix. C'est difficile à dire, mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y en a qu'un seul, c'est décarboner. Décarboner nos modes de vie, décarboner notre économie. On ne négocie pas avec les règles de la physique. Elles vont nous rattraper. Notre challenge est de créer un futur désirable. Il y a de plus en plus des rapports qui font le lien évident entre droits humains et changement climatique. Et on voit les conséquences des femmes qui ne peuvent plus nourrir leur famille, des fermiers indiens qui se suicident. Ensuite, les femmes sont victimes de violences partout dans le monde quand ils doivent aller chercher de l'eau plus loin, etc., etc. Donc c'est une question profondément humaine, le changement climatique, et je pense que c'est aussi pour ça, et je le dis souvent parce que c'est aussi pour ça qui donne envie d'agir, parce que si on est très loin et technologique, on n'a peut-être pas forcément la compréhension de ce que ça signifie pour nos vies. Ce qui nous manque, et ce qu'on doit encore faire, et pourquoi le changement doit être beaucoup plus radical, parce que c'est ça qui est un peu plus intéressant. Donc on a fait ce qu'il fallait, je pense, jusqu'à maintenant, avec donc des résultats très positifs. Mais la question maintenant, c'est plus est-ce qu'on a fait ce qu'on voulait faire, ce qu'on s'est fixé comme objectif. La question maintenant à nous tous et toutes, c'est est-ce qu'on a fait assez ? Parce que maintenant, il faut plus fixer des objectifs en fonction de moi, mon impact, j'ai fait moins mal en tant qu'entreprise. Il faut se fixer des objectifs, est-ce que je fais assez ? Et cet assez, c'est la science qui nous donne l'information. Il nous manque aussi le grand public, il nous manque le consommateur et la consommatrice. Nous, on met partout dans le monde des refills, des recharges sur les marchés, on essaie les cosmétiques solides, les packaging très légers, etc. Et on n'a pas encore réussi à... certainement, nous, on doit faire mieux aussi pour attirer, mais c'est aussi une question de changement de comportement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de donner envie, de créer de l'adhésion et d'attirer. Et on a besoin de ça aussi, je pense. Pour lutter contre le changement climatique, il ne faut pas compter que sur la morale ou l'éthique. Il y a un moment où il faut que ça devienne aussi un intérêt. L'intérêt peut être financier, économique ou autre, mais il ne faut pas simplement être dans une forme de naïveté sur la dimension morale. Il y a aussi besoin d'avoir des incitations, ou en tout cas un intérêt à agir. Troisième remarque liminaire, seul on ne peut rien. Il faut effectivement faire un lien entre la finance et l'environnement. C'est indispensable. Et ça peut exister. Danone a été la première entreprise à présenter un bénéfice net par action carboné. C'est-à-dire qu'on soustrait le coût du carbone dans le bénéfice net par action qu'on présente. Et on aimerait que les marchés financiers s'emparent de cet indicateur. Il faut réinterroger évidemment les indicateurs, puisque le PIB ne veut rien dire. Il n'intègre pas toute une série d'externalités négatives. Donc c'est un premier point macro. Et au niveau de l'entreprise, nous plaidons au niveau de Danone et d'autres entreprises pour une comptabilité triple capital qui permettrait en réalité d'intégrer encore une fois les externalités négatives de l'entreprise réelles sur les résultats d'ensemble de cette entreprise. C'est-à-dire que le coût du carbone, on sait pouvoir l'estimer à environ 30 € la tonne. Après, on peut dire 35, 40, c'est pas très important. En réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est aller sur cette dimension d'internalisation des externalités négatives pour qu'il y ait une réalité de l'activité économique à la fois au niveau global et au niveau de l'entreprise.
comment vraiment on transforme en profondeur la société, parce que améliorer l'existant, ça n'est pas suffisant, on voit l'urgence. Si on améliore l'empreinte environnementale, on fait de la compensation carbone des véhicules électriques, c'est à la marge, c'est totalement insuffisant. Derrière ça, la deuxième question qui m'interroge, et peut-être que vous le demandez aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a beau savoir cette urgence climatique et écologique, et pourtant, qu'est-ce qui fait qu'on n'agisse pas plus rapidement, nous citoyens, entreprises et gouvernements. Les solutions fondées sur la nature et les solutions d'économie circulaire contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à la lutte contre le dérèglement climatique. Donc c'est comprendre cette interdépendance des systèmes. L'environnement est un sujet politique, économique, financier, social et humain. Comment on donne espoir en l'avenir? Et c'est mon dernier point, c'est choisir une troisième voie, peut-être la voie du milieu, entre d'un côté l'effondrement et de l'autre côté le business as usual, où on continue à gaspiller les ressources et de surconsommation. Une voie plus désirable, de sobriété heureuse, de créer des nouveaux récits, de faire société ensemble, de s'inspirer du vivant, de susciter l'espoir, des utopies concrètes, et ça veut dire d'aller chercher de nouvelles manières de penser. La proposition, ça va être d'aller chercher une autre voie. La décroissance et l'opposition au modèle. Comment on choisit carrément un autre modèle, d'inventer autre chose? Et là, on rentre dans une autre dimension. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Prenons les thérapies cognitives. 20% du changement comportemental de fond se passe au niveau de la pédagogie sur le cerveau humain et sur les comportements humains. D'abord comprendre comment on marche. Qu'est-ce qui fait que le stress est d'abord interne? Qu'est-ce qui fait qu'on est donc l'auteur, sans le savoir, ou tout du moins le théâtre des conflits intérieurs, individuels et collectifs? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut changer? C'est qu'on comprend comment ça marche. La première source de stress, c'est l'incohérence, parce qu'on n'a pas conscience de ces dissonances. Quand on les comprend, 20% est gagné. La part pédagogique dans la thérapie cognitive, c'est quelques heures. Ça change la vie des gens. Est-ce qu'on n'a pas quelques heures à perdre? On n'a pas conscience que le problème principal, c'est nous. Quand on est malheureux, on pense que c'est les autres. Et non pas par mauvaise foi, mais par ignorance. Au fur et à mesure qu'on fait du développement personnel, le coaching, la psychologie, et j'en passe, eh bien, on se rend compte, ou qu'on fait des séminaires dans lesquels on essaie de parler du sens, ou des entreprises à sens, eh bien, évidemment, on retrouve le sens des choses. On n'a pas de problème de frugalité quand on est heureux. On a un problème de frugalité quand on est addict. Donc on est dans une société malheureuse qui détruit le monde, non même pas pour son plaisir, non même pas pour son bonheur, mais par ignorance. D'où l'utilité, l'urgence de partager les connaissances sur qu'est-ce que le bonheur, comment ça se mesure, comment ça se construit, comment ça se partage, comment ça se fait dès l'éducation, pour que nous puissions évoluer rapidement. Nous ne pouvons pas attendre que les institutions le veuillent. Ça va être trop longtemps. Ça ne peut que se faire de façon coopérative, avec l'ensemble des parties prenantes, selon la stratégie dite du projet latéral. On part avec ceux qui veulent et on fait envie aux autres. C'est la culture entière qu'il faut repenser, mais on n'oppose pas l'individu à l'autre, mais il y a un chemin pour y parvenir. Autrement dit, l'injonction ne suffit pas, ça culpabilise et au fond, ça aggrave souvent le paysage plus que ça ne le résout.